bienvenue à l'activité alphanumérique, comprendre les algorithmes et leurs effets. Notre relation avec la technologie passe par un langage qu'on appelle l'algorithme. Absolument tout ce que nous faisons demande à notre appareil de penser en termes d'algorithmes. Cet atelier vise à expliquer dans les grandes lignes comment les algorithmes fonctionnent et identifier leurs effets sur le contenu que nous voyons sur Internet. Au cours de cet atelier, nous répondrons aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un algorithme? Pourquoi utilise-t-on des algorithmes? Quel est le rôle des algorithmes utilisés par les réseaux sociaux? Comment les algorithmes de Facebook m'affectent-ils? Allons voir maintenant une définition un peu plus concise d'un algorithme. Un algorithme est un ensemble de règles nécessaires à la résolution d'un calcul ou à l'obtention d'un résultat en un nombre précis d'étapes. Un algorithme est donc une série de commandes prédéterminées et précises pour arriver à un résultat. En d'autres mots, c'est une méthode, une façon systématique de procéder pour arriver à un résultat escompté. En voici quelques exemples. Suivre un plan pour monter un meuble, multiplier deux nombres ou faire une recette de cuisine. La réalisation de ces tâches implique en réalité une liste de sous-tâches à effectuer qui sont comparables au fonctionnement des algorithmes. Décortiquons l'exemple de la recette de cuisine afin de bien illustrer ses similarités avec les algorithmes. Comme l'algorithme, on y trouve des données en entrée. Ici, ce sont les ingrédients, légumes, viande, etc., ainsi que le matériel, fouet, plat, couteau, etc. Comme l'algorithme qui a besoin d'être programmé, on doit suivre des instructions, blanchir, réduire, farcir, etc., dont l'exécution se fait dans un ordre précis, amène au résultat escompté. Le résultat de notre recette sera un plat préparé, tout comme l'algorithme aura un résultat souhaité. Toute la recette est conçue de manière à arriver au résultat espéré, à ce qu'on juge être le meilleur résultat. Étudions ensemble les réponses que l'on vous propose aujourd'hui. Un premier avantage des algorithmes est qu'ils nous permettent d'avoir un contrôle maximum sur le résultat. Poursuivons avec l'exemple de la recette. Une recette, qui est en réalité un algorithme culinaire, nous permet d'obtenir un résultat identique à chaque fois que l'on exécute cette même recette. On s'assure que ce soit toujours fait de la même façon et on sauve beaucoup de temps en n'ayant pas à faire d'essais-erreurs pour arriver à notre résultat. Si vous souhaitez faire une tarte aux pommes identique à celle de votre grand-mère, vous vous doutez bien que vous devrez suivre la recette à la lettre. Un second avantage des algorithmes est son potentiel à optimiser, accélérer une tâche. En effet, lorsque l'on identifie clairement la liste des tâches à effectuer, il est plus facile de les optimiser. Continuons toujours avec notre exemple de tarte aux pommes. Parmi la liste des tâches à effectuer, on retrouvera par exemple étaler la pâte, éplucher et découper les pommes, positionner les pommes sur la pâte, mettre la pâte au four. À partir de cette liste de tâches, je peux effectuer deux types d'optimisation. Je peux accélérer lorsque c'est possible chaque tâche individuelle à l'aide d'outils spécifiques par exemple. Je pourrais m'assurer d'avoir un grand espace plat avec un bon rouleau à pâtisserie pour étaler ma pâte facilement. Je pourrais aussi m'assurer d'avoir un bon épluche-légumes pour éplucher aisément toutes mes pommes. Je peux aussi accélérer l'ensemble de la liste de tâches en effectuant certaines tâches en parallèle lorsque c'est possible. Je pourrais par exemple demander de l'aide pour éplucher et découper les pommes pendant que je m'occupe de la pâte. Si on trouve des algorithmes dans la vie de tous les jours, pourquoi parle-t-on principalement en informatique? La raison est très simple, les ordinateurs sont pratiques pour effectuer des tâches répétitives et complexes. Ils sont rapides, efficaces et ne se fatiguent jamais. Afficher des images à l'écran, jouer à un jeu vidéo, taper avec un clavier électronique, utiliser les réseaux sociaux, tout ce qui est informatisé comme les tablettes, ordinateurs, téléphones cellulaires, fonctionne avec des algorithmes. Enfin, dans le monde de l'informatique, les algorithmes nous permettent de communiquer efficacement avec les appareils. Les algorithmes sont donc ces directives qui permettent à l'ordinateur ainsi qu'aux logiciels, programmes et plateformes d'être automatisés afin que l'utilisateur ou l'utilisatrice puisse interagir de façon fluide avec la technologie en ayant un résultat, comme mentionné plus tôt, constant, précis et rapide.
Imaginez que lorsque vous tapez sur la lettre A de votre clavier d'ordinateur ou de votre tablette ou téléphone intelligent, 2 fois sur 3, un A apparaît, le reste du temps, c'est un F ou un P qui s'affiche. On deviendrait complètement dingue. Concrètement, les formules algorithmiques sont traduites en langage de programmation par des programmeurs, programmeuses et informaticiens, informaticiennes, afin que les appareils électroniques les comprennent. Entre humains, il n'y a pas de langage de communication. Le français, le mandarin, l'espagnol, la langue des signes. Entre humains et ordinateurs, c'est pareil. Si maintenant vous entendez parler de Java, Python, C++, vous saurez que tous ces noms réfèrent à des langages de communication entre humains et ordinateurs. Certains algorithmes peuvent apprendre par eux-mêmes. Ils se situent dans une catégorie d'algorithmes qui sont auto-apprenants et on les appelle communément les algorithmes machine learning. L'apprentissage automatique permet à des algorithmes d'utiliser de très larges banques d'informations en entrée pour prédire les valeurs en sortie. Ce sont des algorithmes expressément programmés pour apprendre du passé et prédire les prochaines données. Par exemple, dépistage de fraude, filtre anti-spam, détection de logiciels malveillants. Certains algorithmes ont un niveau d'autonomie d'apprentissage si complexe qu'ils ne nécessitent que très peu d'intervention humaine. On les appelle communément les algorithmes de deep learning ou en français l'apprentissage profond. Maintenant que nous savons ce que sont les algorithmes, nous allons mieux pouvoir comprendre leur rôle. Les algorithmes sont omniprésents dans notre environnement qui devient de plus en plus numérique. On pourrait donc parler du rôle des algorithmes dans les jeux vidéo, dans les ordinateurs de bord d'avion, dans la gestion des transactions financières et bien sûr plein d'autres exemples. Dans cet atelier, nous nous concentrons sur le rôle des algorithmes dans les réseaux sociaux, en particulier dans le cadre de Facebook. De nombreux algorithmes sont à l'œuvre à l'intérieur de la machine Facebook. On choisit de distinguer ici 2 grandes familles d'algorithmes. Il y a en premier lieu ceux qui effectuent la tâche d'analyser l'activité des utilisatrices et utilisateurs sur Facebook. Ces algorithmes permettent de construire la base de données de Facebook qui décrit les comportements, les préférences et les habitudes des internautes. Il est important de noter que ce sont ces analyses que Facebook commercialise à des compagnies tierces à des fins publicitaires. La seconde famille d'algorithmes a la tâche d'afficher, de créer la page Facebook personnalisée de chaque personne. Cet atelier vous permettra de mieux comprendre que ces 2 familles d'algorithmes s'aident mutuellement. Connaître les préférences de chaque personne permet de lui afficher un contenu pertinent qui captera son attention. Lorsque son attention est captée, l'internaute passe plus de temps sur la plateforme, fournissant plus d'informations sur ses habitudes. Alors commençons maintenant par étudier la première famille d'algorithmes qui a pour but d'analyser l'activité des internautes. On peut distinguer 2 types d'activités sur la plateforme, les activités actives et les activités passives. Alors la première catégorie, les activités actives, correspondent à l'écriture d'un partage, la mise à jour d'un statut, les renvois de contenu, aux commentaires ou bien encore aux réactions, avec le petit bouton j'aime, le cœur, etc. Les activités passives sont le fait de cliquer, de visualiser un site web. Donc les données personnelles et l'activité de l'internaute sur d'autres sites pourraient aussi faire partie de ces types d'activités passives. Toutes ces activités sont analysées par des algorithmes pour l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices de la plateforme. Et l'objectif principal de cette analyse, c'est vraiment d'organiser ces informations afin de pouvoir les utiliser dans le futur. Afin de mieux comprendre comment sont pensés les algorithmes, on vous propose l'exemple suivant. Donc l'algorithme à créer ou la tâche qu'il devrait accomplir, ça va être de connaître l'album préféré des utilisatrices, utilisateurs de Facebook âgés entre 40 et 50 ans et qui s'identifient comme femmes. Alors l'objectif de cet exemple, c'est de mieux comprendre comment les algorithmes sont conçus, car la conception d'un algorithme passe nécessairement par l'identification de sous-tâches précises, sans ambiguïté, qui sont nécessaires à la réalisation de la tâche principale. On peut déjà commencer par imaginer le type de tâche à accomplir si on devait effectuer cette tâche manuellement, sans l'aide d'un ordinateur. J'appelle cette version de l'algorithme la version humaine de l'algorithme. Cette version humaine serait de demander à chaque personne, une à une, quel est son album préféré. Une fois l'avis de tout le monde récolté,
on retiendra le nom de l'album qui a été cité le plus grand nombre de fois. Imaginez le temps que cela prendrait à effectuer ce sondage sur 1 milliard d'utilisateurs et d'utilisatrices. Petite note importante, au troisième trimestre de 2020, il y a 2,74 milliards de personnes qui utilisent Facebook par mois. Alors Facebook est beaucoup plus efficace que cela, il va utiliser les informations qui se trouvent dans le profil Facebook de chaque individu. Donc partons du principe que l'ensemble des internautes ont bien renseigné leur profil et fourni volontairement à Facebook des informations telles que leur âge, leur film préféré, l'école qu'ils ont fréquentée, le genre, le statut marital, etc. Ce type de données est très facilement analysable par des algorithmes. Contrairement à un humain qui est capable de déterminer quelles sous-tâches sont requises pour effectuer la tâche principale, un ordinateur en est incapable. Il faut donc lui décrire exactement l'ensemble des tâches qu'il y a à effectuer. C'est comme si, dans une recette de cuisine, à la place d'indiquer découper les carottes en rondelles, on vous indiquait allez dans votre tiroir à couteau, prenez un couteau tranchant, allez dans votre frigo, prenez 4 carottes, retournez à votre espace de découpe. Si vous êtes droitier, mettez votre carotte dans la main gauche et prenez le couteau dans la main droite, etc., etc., etc. Voici la version algorithmique correspondant à la tâche de demander à chaque internaute âgé de 40 à 50 ans et identifié comme femme quel est son album de musique préféré. Je vais parcourir le profil de tous les utilisateurs et utilisatrices et pour chaque compte, je vais procéder aux tâches suivantes. Est-ce que l'âge de la personne est plus grande que 40 et plus petit que 50? Sinon, alors je passe à la suivante. Si oui, est-ce que cet internaute s'identifie comme une femme? Sinon, alors je passe au compte suivant. Si oui, alors j'écris le nom de son album préféré dans un fichier. Cette version est extrêmement proche de ce que l'on pourrait écrire en langage de programmation. Il suffirait juste de le traduire, exactement comme on traduirait du français à l'anglais. À l'issue de ce premier algorithme, j'obtiens une liste avec les noms des albums de toutes les internautes de la plateforme, et nous devons maintenant compter combien de fois a été cité chaque album et retenir celui qui détient le plus grand nombre de citations. Cela nécessiterait un second algorithme qui ne sera pas décrit ici par souci de temps. Mais voici le type de résultat que l'on obtiendrait à l'issue de cette seconde étape. C'est la liste d'albums de musique ordonnée en fonction du nombre de fois où l'album a été cité comme meilleur album de musique. Cette liste constitue maintenant une base de données précieuse et elle renseigne la plateforme sur les goûts musicaux de ses utilisatrices. Elle consiste en quelque sorte en une prédiction sur les préférences des utilisatrices. Imaginez maintenant que vous êtes un ou une disquaire et que vous souhaitez vendre de la musique spécifiquement à un public féminin qui a entre 40 et 50 ans. Quel album proposeriez-vous en priorité? Là, grâce à ces données-là, on va pouvoir orienter un peu notre marché. Et le simple algorithme qu'on vient de présenter sert à illustrer le concept, mais vous vous doutez bien que le type d'algorithme développé par des gens dont c'est le métier et qui sont payés très 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 cher pour ça, sont bien plus sophistiqués en termes de type et de quantité de données à analyser. Donc ici, notre petit algorithme d'analyse utilise 3 types de données différents. Notons que le temps de calcul pour effectuer ce type d'algorithme sur 1 milliard d'utilisateurs utilisatrices ne doit pas être plus de 10 secondes avec la capacité de calcul d'une société comme Facebook ou YouTube. En réalité, Facebook et YouTube analysent et regroupent des centaines de types de données différentes. Il est estimé que chaque personne est analysée selon au moins 100 paramètres différents. Et tout cela dans le but de vous exposer à de la publicité qui cible votre personnalité, vos intérêts et vos goûts pour que finalement Facebook et ses partenaires se fassent une santé financière. Alors nous avons discuté d'algorithmes d'analyse. Maintenant abordons la seconde famille d'algorithmes, celle des algorithmes de recommandation. Nous prendrons ici l'exemple de l'algorithme du fil de suggestion de YouTube, qui est aussi appelé le YouTube Feed, et qui a la charge de décider ce qui apparaît sur la page d'accueil de chaque personne. Au tout début de YouTube, il n'y avait pas d'algorithme de recommandation ni d'analyse, c'est-à-dire que tout ce qui était publié était affiché. Désormais, il y a des algorithmes qui sont à l'œuvre pour décider quelles publications sont à afficher dans le fil YouTube de chaque personne. Et l'équipe de développement de YouTube a choisi des critères afin d'orienter les algorithmes dans leur choix de ce qui doit être affiché. Les publications qui obtiennent le meilleur note selon ces critères seront affichées en priorité sur votre page d'accueil.
De par la complexité des algorithmes, les critères sont adaptés à chaque individu. Imaginons que nous faisons partie de l'équipe de développement de YouTube et que nous souhaiterions proposer du contenu musical dans le fil d'actualité de chaque personne. On pourrait reprendre l'exemple de l'album de musique. Dans ce cas, le critère de meilleur album ou album préféré serait pertinent à utiliser. Et en utilisant ce critère, le fil d'actualité pourra aller chercher dans la base de données quel album est le plus pertinent pour chaque individu en fonction de son âge ou de son genre par exemple. Écoutons maintenant un extrait de l'émission des décrypteurs de Radio-Canada où Jeff Yates nous parle brièvement des algorithmes. Quand vous ou vos enfants allez sur YouTube, avez-vous remarqué que ce site recommande toujours des vidéos qui peuvent même s'enchaîner automatiquement les unes après les autres? Notre collègue Jeff Yates s'est intéressé de près au mécanisme derrière ces recommandations. Il a analysé des milliers et des milliers de résultats différents. Ce qu'il a trouvé nous démontre l'influence de YouTube sur les choix de contenu qu'on visionne. Et tout ça peut prendre des proportions inquiétantes pour nos démocraties, comme nous le prouve d'ailleurs le cas du Brésil, ce géant du Sud qui s'est retrouvé avec un président d'extrême droite au terme d'une élection atypique où YouTube a beaucoup pesé dans la balance. Il y a mille et une façons de suivre une campagne électorale. Vous pouvez le faire via la télé. Vous pouvez donc contrôler entièrement et totalement ce que vous voyez et comment vous vous informez. Mais il y a beaucoup de monde qui s'informe via Internet et notamment YouTube, où là, c'est tout le contraire. C'est pas vous qui avez le contrôle, c'est en quelque sorte un robot. Alors, Jeff, avant d'aller plus loin dans cette conversation-là, il faut vraiment qu'on explique c'est quoi un algorithme. C'est ça qui guide tout, finalement, sur YouTube notamment. À la maison, lorsqu'on écoute la télévision, c'est nous qui zappons. Donc, sur YouTube, par contre, c'est comme s'il y avait une télévision avec des dizaines de millions de chaînes différentes. Et pour nous aider là-dedans, YouTube a mis sur point ce qu'on appelle l'algorithme de recommandation. En quelque sorte, c'est comme un robot assistant. C'est comme si quelqu'un dans votre salon vous disait « Bon, vous regardez le hockey, à tel poste, il y a le baseball, peut-être que ça vous intéresserait. » Le robot ne vous montre pas nécessairement seulement des choses en lien avec le sujet que vous voulez regarder, vous montre des choses qui vont retenir votre attention. Parce que le plus longtemps que vous passez sur YouTube, le plus que YouTube fait de l'argent avec les publicités. Et ça cause des problèmes. Donc voici quelques critères que Facebook et YouTube utilisent pour évaluer la pertinence d'un contenu pour chaque internaute. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que tous les réseaux sociaux, ou presque tous, utilisent le même genre d'algorithme. Donc on parle de Twitter, Spotify, Instagram et TikTok. Et ces critères sont basés sur l'analyse des actions passives et actives de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices. Alors ça va être qui a partagé ce contenu, qu'avez-vous en commun avec cette personne, des intérêts, quand et où ce contenu a-t-il été partagé, à quelle fréquence cet individu partage du contenu, où se trouve la personne qui a partagé le contenu, comment les contenus de cette personne sont-ils habituellement perçus par les autres internautes, est-ce que vos proches ont déjà réagi à ce contenu, est-ce que ce contenu est susceptible d'avoir un caractère de violence ou de nudité. À partir de ces informations et à l'aide d'analyses telles que celles que l'on a présentées précédemment, un réseau social est capable de prédire quel type de contenu est le plus pertinent pour chaque personne. Notons que les algorithmes des réseaux sociaux sont en constante évolution et bénéficient de mises à jour fréquentes. Donc, une des dernières majeures en date, par exemple, est la possibilité pour l'internaute de voir pourquoi ce contenu a été recommandé. Cette fonctionnalité s'appelle « Pourquoi est-ce que je vois ça ?», a été introduite en 2019 sur la plateforme de Facebook. On pourrait aussi citer l'exemple de l'outil de vérification de la source, lancé le 25 juin 2018 au Canada avec le partenariat de l'agence France Presse, qui permet de signaler des fausses informations en cliquant sur le coin droit d'une publication. Alors allons maintenant aborder les effets des algorithmes et des réseaux sociaux sur les utilisateurs et les utilisatrices. Il est important de distinguer les effets désirés sur les utilisateurs et utilisatrices. Dans ce cas, la programmation est conçue selon des algorithmes qui ont l'objectif de produire ces effets sur l'Internet. Ces effets répondent au cahier des charges de l'équipe de conception. Et on va avoir, parallèlement, les effets collatéraux sur les utilisateurs et les utilisatrices. Et dans ce cas, l'équipe de programmation n'avait pas conscience de ces effets sur les internautes. Ces effets peuvent être bénéfiques ou alors néfastes. Et parmi les effets désirés, on peut citer la maximisation du temps passé sur la plateforme, que ce soit Facebook, YouTube et autres. Ces plateformes gagnent de l'argent
soit par la diffusion de publicités, soit par la vente des analyses des habitudes des personnes qui utilisent les plateformes. Dans les deux cas, ces plateformes maximisent leurs revenus lorsque les internautes passent un maximum de temps sur la plateforme. Offrir du confort et de l'efficacité à l'internaute. Aussi, pour atteindre l'objectif premier, les internautes doivent avoir du plaisir à utiliser la plateforme. Donc, c'est une des choses qu'on retrouve. Et aussi, le tout pour que la personne revienne continuellement sur le site en question ou sur la plateforme en question. Et parmi les effets collatéraux, on pourrait citer l'addiction aux écrans chez certaines personnes, l'effet catalyseur de mouvements sociaux, printemps arabe ou alors le mouvement #MeToo, la polarisation des opinions. En effet, les débats deviennent de plus en plus corsés car les gens sont souvent exposés à un miroir de leurs propres opinions à cause des algorithmes. Et ça va créer de la cyberhaine plus facilement et une tendance moins commune à nuancer ses idées. Et enfin, ça va être les algorithmes de recommandation qui vont être responsables de plusieurs problèmes de propagande politique. Et nous insistons ici sur le fait que ce sont des exemples. Donc cette liste, elle ne se veut pas exhaustive, et la rapidité de développement de l'usage du web et son application à un très grand nombre d'utilisateurs et utilisatrices rend très difficile l'identification de tous les effets collatéraux possibles, qu'ils soient néfastes ou bénéfiques. Et il y a de nombreuses recherches qui sont à l'œuvre dans le domaine de la santé, des lois, de l'économie, de la politique, afin de tenter d'identifier le rôle des algorithmes et du web dans le monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous préférons vous illustrer la question des effets des algorithmes sur les internautes à travers un exemple précis, celui de l'infinite scrolling ou le défilement éternel. Qu'est-ce que l'infinite scrolling? Pour ceux et celles qui ont déjà utilisé un réseau social comme YouTube ou Instagram, l'infinite scrolling est simplement le fait de pouvoir faire défiler sa page internet à l'infini. Donc en fait, on n'atteint jamais le bas de la page, à ce qu'on appelle en général le pied de page, où on va trouver l'information, le numéro de la compagnie, du service, le plan du site web, etc. Ça, on ne l'atteint jamais. Donc, faut le voir un peu comme la page d'un livre qu'on n'atteindra jamais la dernière ligne. Et cette fonctionnalité a été développée par Asa Raskin en 2006 et il s'agit là aussi d'un algorithme. Et cette fonctionnalité se résume en réalité à un algorithme très simple qui s'écrirait en fait de la manière suivante. Lorsque l'internaute atteint le bas de la page, je vais chercher un contenu pertinent selon son profil et je l'ajoute à la fin de la page. Donc cet algorithme va avoir pour effet de maximiser le temps que on va passer sur une plateforme comme Facebook, même si le contenu n'est pas du tout intéressant. Donc on passe plusieurs minutes à défiler ces fils avant de prendre conscience qu'en fait il n'y avait aucun intérêt au départ. Donc ce qu'il faut retenir, un algorithme c'est une suite de tâches à effectuer. Il peut être aussi auto-apprenant. Ces algorithmes sont au cœur de l'architecture des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, les algorithmes vont personnaliser notre expérience en utilisant nos données personnelles et comportementales. Et cette personnalisation de l'expérience amène à un confort et des avantages, mais peut aussi limiter nos horizons en uniformisant le type de contenu priorisé. On vit alors comme dans une chambre d'écho où on est constamment renvoyé au reflet de nous-mêmes. Sauf qu'à long terme, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Dans la vie physique, est-ce que nos amis sont identiques à nous? Est-ce que notre voisinage a les mêmes valeurs et les mêmes intérêts? Est-ce que toutes les pièces de notre maison sont unies de miroirs? Pas nécessairement, et ce ne serait peut-être pas souhaitable. Donc comme une société, ce qui nous fait évoluer, outre les conditions économiques et politiques décentes, ce sont les différences, l'empathie et la diversité. Il est donc bien intéressant que les algorithmes nous proposent un tout autre monde, un tout autre village, comme un monde basé sur la similarité et ce qui nous plaît nécessairement. Bien que cela soit lucratif pour les géants du web, est-ce réellement constructif? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons à long terme comme société numérique? Voilà, donc c'est la fin de l'activité. Vous avez à l'écran qui s'affiche comme d'habitude les sources qui ont été utilisées dans l'activité et on vous invite à faire des captures d'écran si vous le souhaitez ou tout simplement à mettre pause la vidéo pour prendre en note les différentes sources mentionnées à l'écran. Merci et à bientôt.